La transformation digitale ne concerne pas que les entreprises, ça concerne aussi les administrations, et parmi les administrations, il est une grande administration qui est beaucoup sollicitée. Ils ont beau être fonctionnaires... C'est le statut. Oui, mais il ne manque pas de contraintes, puisque les armées, on demande beaucoup aux armées, la France demande beaucoup à ses armées en opérations extérieures, en soutien logistique, elle demande beaucoup de ses soldats. Et ceux qui ont fait leur service militaire se souviennent qu'on demandait beaucoup aux soldats. Et moi, je me souviens, j'ai fait les EOR il y a 25 ans, et dans la gendarmerie. C'était la première génération de EOR dans la gendarmerie, il n'y en avait pas avant. Et je me souviens que pendant les 4 mois militaires, on demande beaucoup au corps du soldat. Mais ceux qui vont vous demander ça se lèvent 20 minutes plus tôt. C'est-à-dire que lorsqu'à 3 h du matin, vous êtes en chambre 10, vous commencez à entendre des gens s'agiter au rez-de-chaussée, vous vous dites que eux qui sont les gradés, ils se sont levés 20 minutes plus tôt pour vous faire 3 jours et 3 nuits de crapahutage à travers la forêt de Fontainebleau, je ne sais où, je ne sais plus où on allait. Et alors, qui a fait son service militaire dans la salle? Ah, j'ai de la chance. C'est un peu comme les phares jaunes, vous savez, dans les années 90. On dit, tiens, il y a encore des phares jaunes. Et puis un jour, il n'y aura plus personne qui a fait son service militaire, si ce n'est la nouvelle mouture sur laquelle travaille le président de la République. Service universel. Universel, mais pédagogie. Voilà, mais qui n'est pas... Le ministre de l'Éducation pourra en parler. Oui, je l'espère bien. Alors, mon général, donc vous avez fait votre carrière dans l'armée de l'air. Vous êtes général de division. Vous êtes rattaché au chef d'état-major des armées. Et vous avez cette mission d'opérer la transformation digitale des armées. Et des 3 armées, en fait. Hein. Et alors, il y a beaucoup. On va parler, on a décidé avec le général qu'on allait structurer cette intervention en 3 catégories, en 3 thèmes. Le premier, c'est la mission et la vision. Qu'est-ce que ça peut signifier, la transformation digitale des armées? Je pense que c'est là qu'on va mettre la vidéo que vous nous avez fournie. Peut-être dans l'exemple, dans la deuxième partie? Dans l'exemple. On va faire la transition. Exactement. Le deuxième point, c'est des exemples très concrets d'opérations de transformation digitale des armées. Et le troisième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, vous et lui, vous et les armées, c'est-à-dire en termes d'entreprises technologiques. Alors pour les gens de L'Oréal qui sont ici, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais il y a beaucoup... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'en termes de design et de créativité, on peut peut-être s'inspirer des bonnes pratiques. Et alors il y a beaucoup de services, donc on va commencer, je vais vous donner la parole, mais il y a beaucoup de services qui travaillent à la transformation technologique, on dira, au sens digital. Donc il y a la DRM, la Direction du renseignement militaire, il y a ce qu'on appelle le commandement cyber, ça existe, qui travaille sur les actions offensives et défensives dans le hacking, contre le hacking, ou qui essaie d'en hacker d'autres. Il y a la DGA, la Direction Générale de l'Armement, puisque le digital est une arme, peut-être considérée comme une arme, en tout cas un domaine dans lequel la Direction Générale de l'Armement doit être présente, doit faire des recherches, doit proposer des armes, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle la digitalisation du champ de bataille, qui consiste à aider le fantassin à savoir ce qui se passe autour de lui. Et vous disiez de lui donner une demi-seconde d'avance pour tuer plutôt qu'être tué, hein, pour dire les choses très, très simplement. Et alors voilà, quelle est la vision de l'armée de la transformation digitale et quelles sont vos missions en tant que chef de service? Voilà, alors en préalable, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. Je trouve que c'est assez courageux parce que nous avons tous en tête les mots de Clémenceau qui disait que pour un militaire, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Je suis donc champion digital depuis le 1er septembre 2016. Je travaille pour le chef d'état-major des armées et en même temps, chaque armée, l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, a désigné son champion digital et on travaille ensemble. Donc au-delà de la création et de ces dynamiques au sein de l'état-major des armées et des organismes rattachés, disons que je dois animer la synergie avec les autres. L'important n'est pas de savoir où on va, mais d'y aller tous ensemble et de faire des points de navigation. En commençant cette mission, je me suis posé la question du parallèle par rapport au monde civil, puisque c'est vous qui portez cette transformation digitale. On était assez fort dans la numérisation de champ de bataille, vous l'avez évoqué. Transformation digitale, développement rapide, proximité de l'usager, ça ce sont des notions qui étaient plus complexes pour nous, alors que nous sommes très forts pour faire un porte-avions, un Rafale ou un tank. Prendre en compte cette accélération technologique, c'est plus difficile. Je comprends du monde civil que les mots-clés pour vous, c'est pression concurrentielle,
je pense que nous n'avons pas de pression concurrentielle parce que nous n'avons pas de business model. En revanche, nous avons la pression opérationnelle. Et je dirais que le terme expérience client, il est un peu polymorphe chez nous. On est à la fois notre propre client dans le monde que qualifie d'organique, le monde qui gère la relation du soutenu et du soutenant. Le service de santé s'occupe de nous au plan médical. Le service du commissariat des armées va nous habiller, va s'occuper de la restauration. J'ai d'autres exemples à vous donner en termes de logistique. Et puis le monde des opérations qui fait que notre client, c'est peut-être aussi notre ennemi et que notre objectif, c'est finalement d'être meilleur que lui. Tout ça pour dire que quand j'ai pris mes fonctions le 1er septembre, je rencontre l'amiral Philippe Coindreau, numéro 2 des armées, et il me convoque 5 jours après ma prise de fonction. Il me dit, voilà Bruno, le 20 septembre, il y a un séminaire des officiers généraux. J'aimerais qu'il soit consacré à la transformation digitale. Je confesse bien volontiers qu'à ce moment-là, ma joie restait intérieure. Et finalement, on a, avec une Dream Team dont certains sont présents dans la salle, je pense à Ivor Gavrilov, PDG de Chaos Consulting, qui est essentiel en créativité collective. On s'est réunis à 4, j'avais un colonel avec moi et puis une consultante. On s'est dit comment finalement on renverse la situation. Et en fait, on a formalisé 2 questions. La première question, c'était en quoi avez-vous vu la donne stratégique de la transformation digitale changer dans le monde civil et dans le monde militaire. Et là, clairement, c'était dans le monde civil que c'était le plus important. Donc ça générait la prise de conscience. La deuxième, pour être un peu disruptif, c'était de dire à quoi rêvez-vous pour faire cauchemarder votre ennemi. Tout ça pour dire qu'en termes de créativité, mon message, c'est qu'on ne s'intéressera pas uniquement à l'héritant opérationnel, mais on s'arrêtera là, on utilisera aussi de la créativité dans toute sa définition. La réponse la plus aboutie sur laquelle on avait partagé ensemble venait des forces spéciales et le commandant des forces spéciales sur la base aérienne d'Orléans disant en substance, moi ce dont j'ai besoin en permanence, c'est d'avoir 0,5 secondes d'avance par rapport au terroriste qui détient mes otages. Et ça paraît fondamental parce qu'à partir de là, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'elle a besoin d'un équipement, est-ce qu'elle a besoin d'une donnée. Et on a formalisé à ce moment-là notre ambition qui, pour faire état de la dualité du monde dans lequel on évoque, je le disais tout à l'heure, organique et opération. Donc le motto et notre vision, ça a été dans un premier temps, gagner avec le digital, gagner la supériorité informationnelle face à un ennemi évoluant dans l'espace digitalisé, et puis gagner en efficience organique dans le monde managérial dont vous êtes familier. Après, on a un peu mûri, on s'est dit l'enjeu c'est l'aide augmentée à la décision et l'anticipation. L'aide augmentée, c'était dire en substance que l'homme restait toujours dans la boucle décisionnelle, mais qu'il y a des choses qui peuvent être automatisées, j'y reviendrai par la suite. Et puis, on envisageait là aussi, dans tous les domaines qui vous sont tout autant familiers, la logistique, la maintenance prédictive, autant de domaines dans lesquels nous avons des succès à faire. Et puis au fur et à mesure, aujourd'hui, on dirait que l'enjeu pour nous, c'est de passer de la data, from data to decision. Et là, c'est important, c'est-à-dire que je vais prendre une image du sous-chef opération des armées qui disait que lors de la première guerre du Golfe, nous sommes en 91, nous avons appris avec nos amis américains ce qu'était une opération interarmée. Quelle est la contribution de l'armée de l'air qui va vous assurer la maîtrise du ciel, des marins qui seront toujours présents, qui peuvent frapper depuis la mer et qui ont une permanence qui vous permet aussi de collecter du renseignement, et puis l'armée de terre qui, dans tous les cas, sera indispensable pour la victoire militaire. Et puis, avec le digital, en fait, on absorbe tous ces milieux. On est vraiment dans une optique de effect-based approach, une approche d'effet final recherché. Et je pense que le prochain rétexte des opérations pour nous, ce sera de dire pourquoi n'ai-je pas eu accès à cette donnée dont j'avais impérativement besoin, et 2, comment je peux reparamétrer l'algorithme pour être plus incisif. Et quand je dis ça, je fais un lien avec la troisième partie. Nous ne serons pas à avoir la compétence nécessaire dans ces domaines. Il faudra qu'on ait un noyau de sachants. L'équilibre et la question stratégique qui se pose, c'est quel est l'équilibre entre le faire et le faire faire. On devra avoir des data scientists, on devra avoir des experts en intelligence artificielle, il y en a déjà dans le ministère, mais on devra forcément travailler avec le monde civil en termes d'expertise. Voilà, donc... et dans ce domaine, si vous voulez, donc je parlais de la pression opérationnelle, je parlais du client polymorphe, et puis un grand écart que nous avons en permanence en tête, c'est la résilience. En fait, on est aussi chargé de travailler en mode dégradé, donc c'est bien d'avoir le cutting edge en termes de technologie, mais si ça merde, comment on bosse?
Alors, donc on doit l'avoir en permanence en termes de résilience. Est-ce que la constitution du réseau, sa reconfiguration, c'est une forme de résilience? Je ne sais pas si, en vous disant que l'armée de terre a toujours un régiment de pigeons voyageurs, ça vous rassure. La bande passante n'est pas terrible, mais ça existe encore. La marine recommence à travailler en termes de navigation en utilisant le sextant. Donc on aura toujours ce grand écart permanent. Mais pas les grades. Non. Et les degrés. Maintenant, voilà. La marine française est au degré. Absolument. Non, vous êtes bien informé, oui. Mais vous avez fait votre service dans l'armée de terre. Non, j'ai fait un bac mathématiques, mais dans les années 80, ça n'existe plus tout ça. Non, voilà, absolument. Je suis définitivement vieux, là. Donc on veut revenir dans ce domaine. Donc voilà, en termes de mission et de vision, voilà où... Les calculettes, les grades qui servent à rien. Oui, absolument. Si ce n'est aux marins, c'est fini, les marins. Voilà, excusez-moi. Donc je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Donc on retourne aux basics parce que là aussi, il faut aussi pouvoir travailler en situation dégradée. Donc ce grand écart permanent. Donc la transformation digitale des armées, alors il y a plusieurs thèmes. D'abord, l'armée, c'est une grande administration, et puis donc là-dedans, il y a des thèmes qui sont des thèmes d'organisation du travail, de communication entre les gens, avec des obligations, bien sûr, de sécurité, enfin, un certain nombre de sécurité. Il y a la gestion des fournisseurs. Il y a tout ce qu'on retrouve finalement dans une administration ou dans une entreprise. Mais il y a des spécificités qui sont liées au combat. Et vous voulez projeter un film, je crois. Oui, alors on peut le proposer, c'est pour l'armée de terre. Vous dire que dans situation où on n'a pas la même maturité et les mêmes besoins. J'ai choisi le terme de l'armée de terre, un, pour vous dire que j'avais l'esprit ouvert comme aviateur. Deux, parce que on peut parler de fracture numérique. Dans l'armée de terre, plus de 2/3 du personnel a moins de 30 ans. Et plus de 2/3 du personnel n'a pas accès au réseau intranet des armées qu'on appelle intradef. Donc je voulais montrer là aussi, et puis c'est peut-être l'image que vous avez du combattant sur le terrain. On peut projeter le film. On peut projeter le film? Donc si on peut projeter le film. Le son peut-être, non? A22-21, je vous ai envoyé le signalement d'un personnel. Allez, go, suivez, ouverture. Sergent! Ok, le personnel, on proche la porte, sergent! Good, devant le mur! Restez plat! 23, toujours des personnels au niveau de Renault 2, Renault 4. Moteur aussi. Non, mais c'est bon, suite centrale jusqu'à juillet 8 départ. Est-ce que c'est le domaine de déclencher la semaine? Ouais, reçu.
Alors voilà. Donc ça, c'est un exemple des objets connectés, de l'intelligence autonome qu'il y a autour des soldats sur le terrain. Vous m'entendez? Voilà. Alors, pour dire les choses simplement, à la direction transformation digitale des armées, vous faites ce que fait toute direction de transformation digitale, et on va revenir sur les exemples que sont l'IA, la marine, etc. Alors, je vais juste vous citer, si vous voulez bien, parce que il y a de l'acculturation digitale, il y a des hackathons, il y a des POC, des Proof of Concept, il y a le fait d'essayer de raccourcir le temps entre les décisions et le moment où les plans sont exécutés. Et puis il y a des choses un petit peu plus spécifiques qui sont l'aide à la décision sur le terrain, également le suivi des bâtiments pour la marine. Oui, alors les exemples sont multiples. Là, vous avez vu celui de l'armée de terre, vous avez vu effectivement que l'IoT est infini. Nous, on a des contraintes de sécurisation. Tout ça, ça veut dire qu'on veut aller le plus loin possible en termes de délégation. Et tout ça se retrouve autour de la notion de... On veut préserver notre liberté d'action. C'est essentiel. L'ennemi n'a pas à nous dicter le rythme. Et on veut travailler là aussi avec un temps d'avance si on a accès à cette supériorité informationnelle. Alors je prends un exemple marine. Exemple marine, eux, ils ont un concept qui est un peu plus opérationnel. Tous nos systèmes d'armes, c'est le fruit du passé, ça vous parlera, c'est le legacy. Donc il n'est pas question de rénover tous nos systèmes. En revanche, il faut qu'on ait une vraie stratégie d'API pour avoir accès aux données dont on a besoin et de dissiloter les informations du système d'armes qui sont très cloisonnées pour les donner au niveau du Pacha et qui peut en avoir besoin et les partager avec ceux qui ont besoin d'en connaître. Et on fait la même chose aussi en open source. En fait, on veut travailler sur un Waze de la mer pour être un peu caricatural. Vous avez plein d'informations qui sont disponibles sur Internet et il suffit de développer des algorithmes très précis pour détecter les comportements dits frauduleux et qui donneront une information quand même importante pour celui qui doit gérer cette situation. Alors, donc, les satellites militaires envoient des images. Sur ces images, il y a un moteur d'intelligence artificielle qui analyse des comportements suspects de bâtiments, de bateaux. Là, l'exemple que je donnais, c'était des données ouvertes et qui sont utilisées. Voilà. Maintenant, la question que vous posez, c'est pour le renseignement militaire. Le renseignement militaire et la cyber sont plus matures en termes de maturité digitale, c'est évident. On veut automatiser le traitement et l'analyse des données, une image satellitaire pour détecter les pick-up, des comportements absolument anormaux. Et là, on lance, c'est un peu la troisième partie, mais on lance des défis avec la délégation générale pour l'armement, ce qui permet sur un cas d'usage très concret de mettre tout le monde sur la même ligne de départ, de l'industriel qui est bien installé jusqu'à la start-up, et puis de les faire pitcher, et dans un dialogue compétitif, de pouvoir, entre guillemets, les rémunérer sous forme de subventions et de ne conserver que les meilleurs. Ça, c'est un exemple de dispositif d'agilité qui nous permet en moins d'une année de pouvoir travailler et d'avoir des équipements. Là, on a fait un premier défi avec les forces spéciales et d'avoir un premier objectif en moins d'une année. Je voulais donner un exemple là aussi. Ce qui est important pour nous, c'est la décision. La décision qui est un subtil équilibre entre l'analyse de risque et l'intuition. Donc, et dans le monde d'infobésité, comment on peut aider le chef militaire à prendre des décisions? Ça, c'est une vraie question. Et donc, on veut travailler dans ce qu'on appelle dans notre jargon le C2, le Command and Control. Et là, je vous recommande tous la lecture d'un livre du général McChrystal qui explique que la chaîne de commandement conservera sa verticalité, mais elle deviendra plus horizontale. En fait, l'idée de son bouquin, très rapidement, c'est de dire que face à un ennemi qui est très réactif, ça s'applique, je pense, au monde civil, le maître mot, c'est l'adaptabilité, et que l'adaptabilité est possible grâce au digital, en partageant la situation, situational awareness, pour permettre une délégation, ce qu'il appelle l'empowered execution. Donc, a team of teams, c'est presque les pizza team avant la lettre, mais dans le domaine militaire. Général McChrystal, ça s'écrit avec un H, c'est un ouvrage que je vous recommande. Alors, dernier sujet, qui est 2 sujets en un, c'est les relations avec les startups et les relations avec, pourquoi pas, les entreprises qui sont ici. Donc, vous gérez aussi, au nom de l'armée, les relations avec ce qu'on appellera l'univers des startups, ce qui fait partie des missions des Chief Digital Officers, d'une façon générale. Comment vous faites ça? Alors, depuis l'année dernière, avec la nouvelle équipe, donc la nouvelle ministre, forte impulsion sur l'innovation.
Alors l'innovation n'est pas que digitale, même si je pense que le digital a apporté une modification génétique en mettant l'usager au centre et dans le temps court. Et ça c'est important parce que je pense que le rapport au temps est le game changer. Et par rapport à nos militaires qui excellent dans les programmes de longue durée, quand vous dites à un polytechnicien bien câblé, porté sur les fonds baptismaux de la dissuasion nucléaire, maintenant c'est le temps court, le truc, il est en souffrance intellectuelle, c'est clair. Donc il faut à un moment qu'on sache travailler dans le temps long en le rendant plus agile et travailler dans le temps court. Alors l'agence de l'innovation portée par la ministre qui sera annoncée, qui a déjà été annoncée mais qui sera effective à l'automne, il y aura d'ailleurs, si vous notez sur vos agendas, au même endroit, fin novembre, une semaine innovation défense. Au même titre qu'on sera présent l'année prochaine à Vivatech. Cette année, il y avait la DGSE et l'école polytechnique, mais là, on sera présent collectivement. Donc, une agence d'innovation défense qui inclut l'état-major des armées, la finalité reste opérationnelle, la délégation générale pour l'armement qui nous aide à bâtir nos systèmes capacitaires, et puis le secrétariat général pour l'administration. Concrètement, deux piliers, l'innovation dite d'opportunité. On est dans le temps court, dans l'usager, je l'ai déjà évoqué. Et puis l'autre, qui est l'innovation qu'on va qualifier de planifiée. Vous allez retrouver les plans et études agiles, les plans et études amont, pardon, la recherche et techno. Et l'enjeu, c'est que les deux structures, entre guillemets, soient indépendantes, mais puissent travailler les unes avec les autres. Donc les startups, on en aura besoin dans les écosystèmes, c'est évident. Donc une façon de travailler avec vous, c'est que vous soyez présent et dans le scope de l'écosystème. L'autre façon de travailler avec vous, je l'ai évoqué, c'est que vous participiez aux compétitions de défis. Ça, c'est concret et je n'ai pas l'information, mais c'est sur le site de la DGA et on fait toujours appel à candidature 2 mois avant. Et puis l'autre façon de travailler, ce sera trouver là aussi, on met sur des projets communs. Avec Thales, pour le citer, on a travaillé sur des hackathons avec l'école 42. Et donc à chaque fois, on peut travailler ensemble. Indépendamment, on a une feuille de route intelligence artificielle là aussi, qui est en partenariat innovant avec des grands groupes. Je pense à Atos, à Thales, et puis j'oublie le troisième, mais sur la mise en place d'une plateforme dédiée sur l'intelligence artificielle pour qu'on puisse là aussi développer nos applications. Donc on est vraiment dans cette démarche. Et moi, mon job par rapport à tout ça, c'est de lier le temps court au temps long et surtout de poursuivre l'acculturation. C'est un point qui me paraît important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le chef qui décide dans la planification et conduite des opérations, on n'a aucune idée du potentiel que représente le big data ou l'intelligence artificielle. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté sur le terrain, on n'est pas capable d'eux, et ça c'est important. Je terminerai juste par un point. L'incarnation du leadership, c'est important. Mon major général, c'est vraiment bien investi dans ce domaine. Je pense qu'il y a un autre enjeu, c'est d'accompagner nos autorités dans le choix des technologiques qui seront importants pour la blockchain, pour le big data, l'intelligence artificielle, pour éviter, ça c'est à usage interne, qu'on refasse du néo-vétuste. Eh bien, merci mon général. Donc les gens qui veulent travailler avec l'armée peuvent venir vous voir. Alors absolument. Alors mon adresse email, c'est bruno.maurice, ça s'orthographie comme le prénom, @intradef pour intradéfense.gouv.fr. Et puis je suis à cette table et je reçois qui eh bien, veut. merci beaucoup. Merci. On va vous applaudir.